Donc dans cette dernière session, on va parler de l'avenir des RH dans l'économie créative. Avec Harold Jarche, que je vais vous représenter très rapidement, mais je ne sais pas qui était dans la salle tout à l'heure parce qu'il vient de parler. Donc c'est un Canadien, bilingue anglais. Harold, c'est l'un des hommes qui est le plus pointu sur la transformation du travail. Et là, il va vous disséquer une slide pour expliquer comment, en fait, en profondeur, l'ADN du travail, si je puis dire, est en train de changer. Et puis vous avez François Bansillon. Pourquoi il n'est pas là, François? François, t'es parti, t'es plus là. Bon. François, c'est le patron de Data Publica. C'est un homme qui a une carrière franco-américaine. Il a beaucoup été aux États-Unis, il a beaucoup été en France aussi. Ça a été un chercheur et maintenant, il est un des hommes en pointe dans le big data. Et on va lui demander, en fait, quelle est la différence entre la France et, par exemple, l'Amérique en général, c'est-à-dire Canada ou États-Unis, dans cette transformation digitale. Et moi, je vous proposerai rapidement une représentation qui, je crois, peut-être originale pour justement voir cette transformation. Donc, Harold, si tu veux. Ah, merci. On va voir, j'ai juste besoin d'un. Oui. OK, le travail. Tout. Ça, c'est bon. Ça marche. OK. Plus besoin de ça. Je laisse ça avec vous. OK, bonjour. Il n'en reste pas beaucoup de monde. Je vous adresse ici. Bonjour là-bas. Ça, ce que vous voyez là, c'est quelque chose, comme c'est écrit là, sur la petite publicité de Harold, que j'essaie à mettre le complexe plus simple. Et ça, c'est le résultat de 5 ou 6 projets où j'ai travaillé avec plusieurs clients. Mais moi, je joue avec les modèles. Et il y a quelqu'un, c'est un Américain, qui a une expression sur les modèles. Je vais le dire en anglais, puis je vais essayer de le traduire. Mais c'est « All models are wrong, but some are useful ». Right? Tous les modèles ne sont pas corrects, mais il y a quelques-uns qui sont utiles. Et c'est là où on est. Donc, j'espère que ce modèle-là, ça va vous aider. Je vais l'expliquer en profondeur parce qu'en arrière de ça, il y a beaucoup de choses. Bon, j'essaie de le simplifier parce que de temps en temps, je dois parler aux PDG ou des exécutifs où on a consacré comme 1 heure de temps, ils arrivent en retard, ils vont partir tôt, puis j'ai comme 5 à 10 minutes d'affaires. Donc, vous voyez, le gauche à droite, hier et demain. Je vais commencer avec hier. Okay. Hier, ça peut être hier ou il y aura quelques jours, quelques années. C'est que tous nos systèmes qui sont basés sur les modèles industriels, qui étaient formés vraiment, on a commencé avec les principes scientifiques écrits par Frederick Winslow Taylor en 1911, et c'était sur la normalisation des tâches. Ça veut dire qu'on a un travailleur, c'est quoi le meilleur moyen de travailler, et puis une fois on peut le bien décrire, on peut créer des bonnes pratiques, et on va normaliser ces tâches. Et on voit hier, 100% des tâches au travail étaient normalisées. Et dans ce monde-là, le travail, est basé, le bon travail, c'est basé sur l'obéissance, la diligence et l'intelligence. Et je suis assez certain que dans la plupart des organisations, c'est ça ce que vous avez maintenant. Vous avez un système qui est basé un peu plus à gauche qu'à droite. Mais ce qui arrive, c'est que nous sommes en train de bouger à droite. Et si vous voyez le fossé là, c'est là où on est, où vous êtes, où nous sommes. Parce que ce qui arrive, c'est que toutes les tâches qui peuvent être normalisées, donc ça veut dire qu'on peut les mettre
dans un flowchart, oui, ils seront automatisés. On voit ça avec beaucoup de choses. On a déjà vu avec les guichets automatiques bancaires, puis on le voit avec les avocats. En 2011, il y en avait comme plus que 20 000 avocats à New York qui ont perdu leur emploi. Pourquoi? Parce que quelqu'un a inventé un logiciel pour remplacer le travail, ce qu'on appelle dans le loi commun, la découverte, discovery, ce qu'il faut faire avant d'aller en cours. Et c'est ça, ces gens-là, c'est ça ce qu'ils faisaient. C'était très, très bien payé. 100 000 $ ou plus par année. Tous ces gens-là ont perdu leur emploi. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que le travail normalisé sera automatisé. De plus en plus, en plus, en plus. C'est comme on a quelque chose qui est en train de manger tous les jobs, tous les emplois en bas. Donc, si on voit, si vous me croyez que ça c'est la vérité, l'automatisation de travail, c'est où est-ce qu'on va? Mais on sait qu'à droite, si on a un type de travail où il y a la diversité des tâches, donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de différent chaque jour. Donc je peux pas le bien décrire, c'est quoi le travail? Ça prendrait du talent. Et le talent est basé sur initiative, créativité et la passion. Et si vous pensez, on peut dire que certainement une machine, un logiciel ne peut pas avoir ces atouts-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout emploi dans votre organisation, à gauche, va disparaître un de ces jours. Et la valeur pour n'importe quelle organisation, ça peut être but non lucratif, gouvernement, quoi que ce soit, ça va être à droite. La question, c'est où est-ce qu'on est maintenant? Est-ce qu'on est à 50, 50, 60, 40? Moi, je ne sais pas. Où est-ce que vous êtes? Mais vous voyez en bas aussi les trois autres lignes. Ça veut dire que hier, ce qui était très important pour la valeur était plus matériel. Et hier, ça va être plus immatériel. Ce qu'on voit, c'est que, comme Standard & Poor's, c'est une bourse aux États-Unis, il y a 20 ans, il y avait 17% des actifs qui étaient immatériels. Aujourd'hui, c'est plus que 90%. C'est comme Google. Google, la plupart de leur valeur, c'est immatériel. Donc, ça veut dire que si l'algorithme de Google ne marche plus, Google va perdre presque toute son valeur. Et les connaissances. On voit avec les connaissances que quand quelque chose est bien standardisé, normalisé, c'est on peut avoir les connaissances explicites. Donc, ça veut dire que je peux vous donner un livre de recettes pour faire un repas plat. Mais, si je suis chef, ça prend des connaissances implicites. Oui, parce que c'est la créativité. Et pour tout type de travail, qui est plus vers le talent, ça prendrait des connaissances implicites. Mais il y a des choses très intéressantes avec ces connaissances-là, c'est qu'ils sont très difficiles à partager. Moi, je connais beaucoup de choses. Vous connaissez beaucoup de choses. Mais je ne peux pas juste faire un transfert de ces choses comme ça. Lis mon livre. Non, ça ne va pas aller. Ça prendrait beaucoup de conversations. Et ce n'est pas facile. Ça prend du temps. Ça prend la confiance entre les deux personnes. Je ne te comprends pas très bien. Ça ne veut dire pas que je ne te crois pas, mais je ne le comprends pas. OK, donc ça prendrait beaucoup de conversations entre nous. Donc, on ne peut pas juste envoyer des gens à l'école ou sur un cours, faire la formation. Ça prendrait des échanges de jour à jour, comme nous avons parlé des réseaux sociaux et toutes ces choses comme ça aujourd'hui. Et l'apprentissage. 20e siècle, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doivent prendre des cours. Je pense que tout le monde ici a un certificat en quelque chose. Oui? Ça, c'est correct quand c'est normalisé. Moi, j'ai un certificat en rendement de performance X, Y, Z. Mais là, quand les tâches sont très diverses, ce que ça prendrait, c'est l'apprentissage informel. Et où est-ce qu'on peut le faire? On le fait avec nos pairs, on le fait dans les réseaux sociaux.
Donc, vous voyez ça comme les gens de RH, là, c'est que apprentissage, ça c'est vous avez des départements de formation ou d'apprentissage, ou c'est quoi le nom aujourd'hui, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Donc, ça change le modèle. Où est-ce qu'il faut concentrer nos efforts? Donc, si on veut continuer dans l'avenir, il faut bouger à droite. Parce que moi, je vois, il n'y a plus d'avenir à gauche. Les robots, les logiciels vont l'avoir. On voit ça avec Uber et les taxis, on voit ça avec Airbnb. Airbnb a combien, est-ce que vous connaissez Airbnb? Oui, c'est connu ici. Ils ont combien d'hôtels? 0. Oui. Et leur valeur est plus que Hyatt. C'est plus que les grandes chaînes d'hôtels. Uber a combien de taxis? 0. C'est la même chose. Oui. YouTube a créé combien de vidéos? 0. C'est nous autres qui ont fait ça. Oui. Donc, on voit ça, l'automatisation là. Donc, où est la valeur pour nous, pour nos organisations et pour nous-mêmes, comme personne qui veut continuer à travailler? Donc, si vous avez un travail que moi, je peux normaliser, je peux standardiser, vous allez le perdre. Et ça, c'est le même pour les gens qui travaillent avec vous, pour vous, ou dans vos organisations. Donc, ça c'est 5 ans de travail dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'arrête ici, parce que j'aimerais plus engager du monde, parce qu'on n'a pas grand monde. OK. Maintenant, c'est François qui va... donc, je vais vous le représenter un petit peu mieux. Là, vous avez à l'écran un petit peu son CV. Donc, il a partagé sa vie professionnelle France-États-Unis, on l'a dit. Et Data Publica, dont il est le CEO, c'est une société donc, du monde de l'open data et du big data qui collecte les données nouvelles sur les entreprises et les utilise pour aider les directions marketing et vente des entreprises B2B. Je vous laisse lire le détail de ce qu'il a fait et maintenant il va réagir à ce qu'a dit notre ami Harold. Merci, j'étais impressionné par la densité sur un transparent. Alors, je vous explique un tout petit peu ce que je fais. Donc, je dirige une start-up que j'ai cofondée avec un camarade d'une quinzaine de personnes. On vit dans un monde différent, donc ce sont tous des ingénieurs. C'est des gens qui travaillent entre 10 et 12 heures par jour, qui travaillent souvent la nuit. J'ai entendu les discours tout à l'heure contre anti-stock options ou BSPCE. Ils ont tous des stock options, ils pensent que c'est super bien. Ils bossent beaucoup, ils sont heureux. On les recrute par les réseaux sociaux, hein, c'est ce brut se trouve là. Et je voudrais juste donner un exemple de ce qu'on fait pour appuyer ce qui vient d'être dit. Notre métier, c'est de produire de façon automatique de la donnée de qualité et intelligente. Et un des jeux de données qu'on a produit, c'est le jeu de données des annonces d'appels d'offres publics français. Alors, pour vous donner une idée de la complexité, les annonces d'appels d'offres publics français, il en sort 2000 par jour, il y a 8000 sources. D'accord ? Vous connaissez peut-être, il y a un truc qui s'appelle le BOAMP, mais il y a plein de sources, les municipalités, les lycées, etc., etc. Alors, il y a aujourd'hui en France 2 entreprises qui produisent ce jeu de données et ils le font en employant 300 personnes qui sont à 98% de sexe féminin et qui essentiellement lisent des documents et retapent les données sur des claviers, lesquels sont concentrés après ça sur des serveurs et distribués à tous. Donc on arrive en lisant à la main, en cochant, etc. Donc il y a une grande salle à l'entrée de leur usine où tous les matins arrivent 800 périodiques qui sont répartis entre les 300 personnes, qui commencent à archiver, à reconnaître, à classer, à noter, etc. D'accord ? Et nous, on fait la même chose de façon 100% automatique, c'est-à-dire qu'on a développé des technologies de crawl du web, crawl scrapping, de traitement sémantique des données, qui produisent exactement la même chose que ces 300 dames, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, entre parenthèses, mais de façon totalement automatique. Donc elles sont effectivement du mauvais côté de la barrière et il faudra qu'elles fassent autre chose. D'accord ? Donc cet effet de disruption va continuer, il est majeur, il est automatique,
Le big data, ça marche pas toujours, mais ça marche vraiment très très souvent de façon très très impressionnante. Alors, moi j'ai donc travaillé longtemps aux États-Unis, travaillé longtemps en France, un petit peu au Brésil aussi, donc j'ai vu divers microcosmes. On peut se demander où on en est. Alors, moi j'ai des motifs d'optimisme et des motifs d'inquiétude, mais je suis pas, de toute façon, je préfère agir pour essayer de voir les choses que d'essayer d'évaluer. Dans les motifs d'optimisme, il y a l'extraordinaire dynamisme du tissu des startups en France. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience du nombre d'incubateurs de jeunes entreprises qui existent à Paris, du nombre d'accélérateurs qui existent, du nombre de programmes de pépinières de transfert gérés par la ville de Paris, dans toutes les régions. Il y a un truc qui s'appelle la French Tech. Donc en France, il y a des ingénieurs extraordinaires, il y a des gens qui ont une énergie fantastique. Donc je vois donc ils ont tous 40 ans de moins que moi, mais ils portent une énergie, un enthousiasme. Beaucoup vont se planter, mais la première ne marchera pas, la deuxième marchera, la troisième, etc. Donc ce tissu, cet enthousiasme qui existe, et tous ces gens-là ont pris conscience de la révolution du numérique et de la rupture que ça va créer et que ça va remettre en question partout. Donc, et que toutes nos entreprises bien établies sont absolument menacées par l'ensemble de ce truc. Les assureurs qui vont se faire intermédier par Google, la SNCF qui va se faire intermédier par Google, le journal Le Monde qui risque de ne devenir qu'un sous-traitant de Apple, etc., etc. Donc ce travail de destruction créatrice, à la Schumpeter, va continuer. Il est majeur maintenant, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se produire là et qui est particulièrement, qui va être créatif et dévastateur. Alors, mon souci, en revanche, n'est pas lié à la France, il est plutôt lié à l'Europe. Alors, la plupart de cette destruction créatrice se fait par la mise en place de ces plateformes. Donc les plateformes, on les connaît tous, Amazon, Google, Twitter, Foursquare, Netflix, etc., etc., qui sont des plateformes de captation de données. Et à partir des données captées, on devient l'intermédiaire et le fournisseur. Donc, les deux exemples les plus simples, c'est la distribution de la version électronique des journaux sur l'App Store. À partir du moment où l'abonné s'abonne au Monde sur l'App Store, le Monde perd l'information sur qui est l'abonné. D'accord ? C'est strictement Apple qui l'a. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'Apple n'a pas seulement le nom de cette personne, mais c'est exactement la façon dont la personne lit le journal. D'accord ? À quelle heure, comment, qu'est-ce qu'ils lisent, à quelle vitesse, etc., etc. Donc ils savent tout sur le client. Le Monde ne sait plus rien, même pas son nom. Et à un moment, il est très clair que Apple pourra se tourner vers le Monde et leur dire « Mon petit gars, c'est vraiment intéressant tes trucs, mais je voudrais te dire la rubrique internationale, tout le monde s'en fout, personne ne la lit. En revanche, la rubrique économique, et alors il faudrait que tu fasses plus ceci et cela. » Et donc là, le Monde devient un sous-traitant de Apple qui lui constitue un produit pour lui. D'accord ? Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, enfin les exemples d'intermédiation, il y en a plein. On a parlé de celle de l'assureur vis-à-vis de Google, et vu les connaissances qu'ils ont, à un moment donné, Google peut se mettre à vendre de l'assurance, sachant que eux connaissent parfaitement les clients, leur comportement et tout, peuvent adapter le prix, et après ça, ils peuvent se tourner vers Accent en leur disant Accent, t'es sympa, mais je vais te dire, il faudrait que tu me fasses juste ce produit-là, et moi, je m'occuperai de le vendre. Alors, l'ennui de ces plateformes d'intermédiation, c'est qu'elles sont... c'est que le monde est divisé d'une certaine façon. Les États-Unis ont les leurs. L'Europe dépend des plateformes américaines. D'accord ? Et la Chine et la Russie ont choisi volontairement, pour un certain nombre de raisons, de construire les leurs et de refuser les plateformes américaines.
D'accord ? Donc, les Européens n'ont pas fait ça. Donc, on a pensé que c'était important de construire Galiléo pour assurer notre indépendance, mais on n'a pas pensé qu'il était indispensable de construire un moteur de recherche qui nous permettrait de connaître la façon dont nos citoyens pensent. Donc, à ce moment-là, on est dans une position de faiblesse majeure vis-à-vis de cette mutation profonde, et c'est ça le défi qu'on a dans ce pays. D'accord ? Voilà, je pense que je m'arrête là. Merci François. Moi, je voudrais vous montrer très rapidement, en fait, tout ça fait émerger une nouvelle génération qui a un smartphone au bout des doigts. Et je l'appelle la génération 3D, et je vais vous dire pourquoi dans une seconde. Et l'économie créative, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une économie qui va être mobile first, c'est-à-dire qu'il faut tout repenser, tout, en disant à partir du mobile. Et au passage, il y a un livre de Jean de Forester, dont je ne sais plus le nom, qui dit la grande différence entre l'entreprise classique et tout ce qui est mobile first, c'est que mobile first, c'est on va traiter les problèmes moment par moment. On ne va pas faire un grand truc qui dit voilà les besoins, c'est ceci, cela, c'est elle a un truc à faire, il a quelque chose à faire. Comment on peut faire que ça soit mieux et plus simple? Et vous avez des centaines de milliers de types dans le monde entier qui se concentrent depuis à peu près 10 ans, on va dire 7 à 10 ans, pour que ça soit mieux. Et donc dans notre vie quotidienne, le smartphone, on adore. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est les 100 000 tablettes là, qui vont arriver chez les salariés de la Générale, c'est la consumer technology, elle est en train de rentrer dans l'entreprise. Et c'est colossal, ça, et on ne le comprend pas. Et donc, pour moi, il y a quelques images. Alors, l'image de la génération 3D, Gen 3D, c'est d'abord la première génération qui ne se définit pas par l'âge, parce que vous pouvez avoir 60 ans ou 15, une fois que vous y êtes passé, vous ne changez pas. Et puis en fait, vous avez, à tout moment, vous passez du social, c'est le monde au bout du doigt gratuitement, je parle à tout le monde, au local, la vie près de chez moi, on n'arrête pas, et maintenant ça va à toute vitesse. Et puis le privatif, c'est les marques et les organisations qui me facilitent la vie. Et ça se double d'un truc qui est, il y a de moins en moins de frontières entre le travail, entre ma vie perso, pardon, ma vie au travail, et puis ma vie de citoyen. Et ça c'est pas encore très visible, mais ça va le devenir extrêmement fortement. Ce simple diagramme-là, en 3D, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut plus penser les choses de la même façon. Alors bon, on peut le représenter un peu différemment. En fait, c'est de l'énergie. Tout le monde pense que le digital dans les entreprises, c'est la technologie. Ouais, c'est vrai, c'est la technologie. Mais non, la réalité, c'est que c'est de l'énergie. On s'informe, on apprend, on partage, on achète, on aide, on est aidé, beaucoup plus, mieux, plus vite, avec de moins en moins. Et ça, c'est un phénomène qui est tout à fait colossal. Donc on voit donc apparaître, c'est darwinien, parce que si les boîtes qui ne s'adaptent pas, elles ne vont pas durer. Ça, il faut comprendre, il faut l'intégrer extrêmement rapidement. Comme dit, c'est Michel Serres qui dit ça, en fait, ce n'est pas une crise qu'on a, c'est pas vrai, c'est un changement de monde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on avait un monde physique, au passage, il ne va pas disparaître, et puis on voit apparaître un monde digital. Et ce n'est pas du tout pareil. L'organisation d'un monde physique, c'est solide, c'est durable, c'est hiérarchique, c'est de plus en plus compliqué. Et ça repose beaucoup sur du savoir-faire. J'ai un job, j'ai appris, l'entreprise, elle a un savoir-faire. C'est très énergivore. La planète, elle est mal là, en ce moment avec tout ça. Et donc, on fait tout un peu aujourd'hui pour des marchés. Donc, l'ADN, c'est quoi? C'est contrôle, optimisation des coûts. Toute la structure, la gestion, le management, il est organisé là. Ça ne va pas s'en aller parce que de toute façon, on ne va pas enlever les produits, il y aura toujours des usines et il ne faut pas penser que ça va disparaître. Par contre, on voit apparaître l'organisation d'un monde digital et on ne comprend pas quand on reste sur les applis, est-ce que je dois faire une appli mobile ou autre. C'est un monde qui est conçu sur la création et le partage de valeurs et de plus en plus à la périphérie, ce que je disais tout à l'heure dans une intervention précédente. Et c'est quoi ce monde-là? Il est fluide,
il est fluide. On ne parle que par flux, il n'y a pas de stock, ça ne sert à rien. Il est adaptable, il est conçu pour être adaptable. La raison d'être, c'est de pouvoir changer tout le temps. On fonctionne en réseau. L'autre, il est compliqué, je m'en la mets là. Si vous n'êtes pas simple, vous ne faites pas 10 mètres. Tout doit être simple. Donc, c'est un ensemble d'actions super simples que tout le monde comprend. L'apprentissage, il est permanent et il est complètement intégré dans le job. Moi, aujourd'hui, j'ai une petite entreprise qui est quasiment virtuelle. On n'a pas de bureau, on n'a pas de salariés. Je travaille avec Harold qui est au Canada, avec des gens qui sont un petit peu partout. J'ai plus appris en 3 ans, vous n'imaginez pas. En ayant fort peu de réunions, elles sont sur Skype, elles durent 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et quand on est 10, 50, 100 sur les mêmes sujets, ça devient extrêmement puissant. Et la clé de la clé, c'est que c'est énergétique. Ça libère de l'énergie partout. Donc le sujet... c'est en fait, si je regarde l'entreprise aujourd'hui, elle est pleine de pépites. La vôtre, je ne sais pas ce que vous faites les uns et les autres, mais elle est pleine de pépites, sauf qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Et si on commence à regarder comme ça, en disant, mais finalement, entre nos collaborateurs et nos clients, Mobile First, etc., qui ont une occasion de contribuer, qui ont des besoins différents, c'est un monde complètement différent. Et alors là, il y a 10 000 exemples, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on a toujours trouvé que, si j'ai une image, j'ai pas de diapo là, mais en gros, aujourd'hui, les entreprises dépensent à peu près 90% de leur budget pour trouver des clients. Elles dépensent 10% de leur budget marketing pour s'occuper de ceux qu'elles ont déjà en général. Or, ça rapporte à peu près 7 fois et demi plus de s'occuper de ses clients. Et quand on privilégie le bouche à oreille, qui est la clé de ce monde digital. En bouche à oreille, moi j'ai eu la chance de mesurer, c'est très vieux, mais j'ai eu la chance qu'on me confie un jour les transactions d'une marque alimentaire qui vendait du café en direct pendant 5 ans. Et il y avait 3 sources de business. Il y avait les annonces qu'ils faisaient dans la presse pour trouver des clients, parce qu'ils faisaient ça en direct. Il y avait les mailings qui vous adressaient chez vous. Et puis, il y avait la petite cuillère dorée à leur fin qu'on envoyait à la madame qui avait recommandé sa copine qui était venue goûter le café. Et pour faire court, moi, j'avais tous les chiffres et j'avais pu, en 1970, constater qu'on avait à peu près 30 fois l'efficacité. C'est-à-dire le bouche à oreille, ça représentait, c'était 30 par rapport à 1 sur les médias. On n'avait pas inventé les réseaux sociaux, on n'avait pas inventé le monde digital. Donc je ne vais pas dire de chiffres parce que je vous raconterai n'importe quoi. Mais il n'est pas exclu qu'on puisse, dans certains cas, aller de 1 à 60. Donc entre les collaborateurs et les clients qu'on a déjà, il y a un potentiel formidable. Le problème étant qu'aujourd'hui, on a relégué le digital à la périphérie. C'est-à-dire que c'est par les agences, c'est ce que je vais sur Facebook, etc. Donc il y a un chantier absolument formidable aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc, les 2 phases dont on a vu. Ça, c'est un garçon qui s'appelle Peter Hinsen, il est belge. Moi, je suis saisi par son diagramme qui dit, finalement, on est juste au milieu. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, ben, finalement, c'était marginal, le digital. Et bouf, on est arrivé en septembre, là, et c'est pas loin d'être très vrai, cette affaire-là. Au secours, c'est la norme, c'est partout. Qu'est-ce qu'on a fait chez nous? Bon. Donc, et moi, je voudrais, c'est pratiquement ma dernière remarque, mais je trouve que c'est un truc essentiel, ça, que dans un monde digital qui s'organise autour de la création de valeur, les intérêts des personnes, ceux des entreprises et ceux des institutions, eh ben, ils sont convergents. Et c'est rare, ça. Et donc, ils ont complètement intérêt. Chaque fois qu'on fait quelque chose de bien dans le digital, ça profite à tout. Et là, il y a un sujet qui ne m'appartient pas de développer plus, encore que, mais ça, c'est un champ qui est tout à fait considérable. Donc, il va falloir, je vais vite maintenant, il va falloir dédoubler l'entreprise. C'est-à-dire, vous êtes CEO, bah maintenant, vous avez 2 casquettes, vous avez 2 ADN. Vous avez celui du bas qu'on connaît par cœur, je ne reviens pas, les coûts, machin, etc. Et puis vous avez celui du haut. C'est-à-dire que vous représentez une marque et des valeurs, encore faut-il les définir, et vous adressez à une audience. Ce n'est pas les marchés, ce sont les audiences. Et c'est ça qui a changé avec le digital. C'est pousser vos produits en disant la pub, le machin, la télé, ça ne fonctionne plus. C'est en fait, comment est-ce que je fais pour que il ou elle dise « Ah ouais, ça m'intéresse ». C'est pas du tout un prospect, il ne faut pas lancer vos commerciaux, ça ne marchera pas du tout. Vous allez pouvoir faire parler, connaître quels besoins,
Et on est aujourd'hui dans un domaine, ça c'est la dernière à peu près, mais c'est super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits, ils sont connectés. Il y en a plein qui sont connectés. Regardez les voitures, c'est connecté. Donc autour, qu'est-ce qu'on met? On met du service contextualisé parce qu'on connaît le contexte. Soit avec Google Now ou des choses comme ça, soit parce que vous êtes d'accord pour partager un certain nombre d'informations. Et autour, on va mettre des contenus personnalisés. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce que fait tout le monde? C'est je vais vendre des services, alors en freemium, donc c'est gratuit si tu veux, mais si tu me donnes 4 € par mois, ça sera encore mieux. Et on s'aperçoit en fait, pour des entreprises qui ont 1 million, 1,5 million de clients, c'est des sources de création de valeur qui sont complètement considérables. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que, je vais m'arrêter là, c'est que l'entreprise du monde physique, elle ne s'en va pas. On ne peut pas changer ces choses-là. L'entreprise du monde digital, il faut qu'elle court. Et dans un monde où il n'y a plus de distance, où il n'y a plus de frontières, c'est comme si on mettait le terrain à côté de la salle du comité de direction. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment faire confiance. Moi, quand j'ai commencé à bosser en 70, les dirigeants, ils prenaient des trains, des avions, et ils allaient faire confiance à des gens qui étaient à Marseille, qui étaient à Lyon, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour reconstruire à la périphérie d'entreprise des petits trucs, 1, 2, 3, 10, 100, 400, 1000, dans lesquels il y a des gens qu'on transforme en entrepreneurs, auxquels on fait confiance, qui sont connectés les uns aux autres, tout ce qu'Harold a expliqué. Et il y a le feu. Merci, au revoir. Pardon, avant de dire au revoir, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour l'un des orateurs? Non? Eh bien, merci.